qui êtes-vous et quel est votre, déjà votre métier, votre fonction? Eh bien, je suis Jean-Baptiste Libouban. Je suis un compagnon de l'Arche de la communauté non violente de Lanza del Vasto. Donc, j'ai derrière moi tout un passé d'engagement dans l'action non violente, pour la défense des paysans du Larzac, ou des fois même au très lointain, contre les tortures en Algérie, ou le soutien aux réfractaires à la guerre d'Algérie. Donc, c'est toute une vie, plus aussi une vie simple de partage, etc., pour dire qu'on peut vivre autrement que ce que nous propose directement la société actuelle, et qu'on peut vivre bien, même en vivant simplement. Alors, je crois que vous faites partie des personnes qui ont été à l'origine des faucheurs volontaires. Pourquoi on s'engage dans une telle démarche de dire, par exemple, les OGM, les faucheurs volontaires, le fait d'impliquer des gens dont on sait que les conséquences pour eux peuvent aller jusqu'à les emmener en prison? Qu'est-ce Oui, qui, quel est, qu'est-ce qui va vous animer à dire ça c'est important, c'est un signe important que je choisis moi pour montrer à la société des aberrations qu'elle est en train de fabriquer? vous savez, s'engager dans la désobéissance civile, c'est vrai que je suis à l'initiative des faucheurs volontaires, même s'il y a eu des fauchages organisés par la Confédération paysanne avant, mais si vous en arrivez là à vous dire ce n'est plus possible, il faut faire quelque chose, c'est que vous êtes arrivé à un point d'indignation, à un point où vous voyez que c'est inacceptable de continuer comme ça. C'est quand j'ai ouvert le dossier progressivement des OGM, c'est vrai qu'au départ j'étais un peu effaré à tous les niveaux, que ce soit au niveau scientifique, au niveau de l'État, toute cette puissance du marché et de la science au service du marché contre l'intérêt privé, contre l'intérêt public et pour l'intérêt privé, de la loi au service des intérêts privés, que vous vous dites non, c'est inacceptable. Ce qui a été, je peux dire, véritablement le moteur déclenchant, c'est pour moi, il y a eu deux moteurs, hein. Un, ça a été l'affaire de Percy Schmeiser au Canada, au Saskatchewan, qui cultivait du colza biologique et qui a été condamné alors qu'il avait été contaminé fortuitement, peu importe, on ne sait pas vraiment les raisons, et il a été condamné par Monsanto, par un tribunal donc, qui a justifié Monsanto, attaqué dans les tribunaux par Monsanto. Monsanto étant une société C'est on va dire, c'est actuellement encore la plus grosse société multinationale, voilà, d'accord. de génie génétique qui produit les OGM. Hein. Et d'origine américaine, mais il y a Syngenta, en France il y a Biogema, il y a toutes sortes d'autres sociétés, c'est pas la seule. Mais là c'était Monsanto, qui est en général un peu celle qui représente symboliquement toutes ces grosses sociétés qui font des profits énormes, hein, et qui ont un pouvoir sur les gens énorme. Il a été condamné parce qu'il avait cultivé, sans le savoir, du colza transgénique qui était dans son champ sans avoir payé les royalties à Monsanto. Donc ça veut dire qu'il y a une privatisation par ces sociétés Du vivant, du vivant, c'est-à-dire qu'une plante, à partir du moment où ils ont fait la transformation génétique, la licence leur appartient. pratiquement. Voilà, ils ont un droit sur le vivant. Ils nous disent, mais quand on leur dit, mais vous êtes responsable, c'est vous qui avez mis ça dans les champs, c'est vous qui contaminez. On me dit, mais non, mais moi, je suis comme Renault. Renault, il fait une voiture, c'est celui qui s'en sert après. Il fait un accident, c'est lui qui est responsable, c'est pas moi. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'on n'a jamais vu une Renault faire une autre petite Renault, ou en faire des centaines, ou même des milliers à la suite. Et c'est là le vivant, c'est absolument impossible de comparer, de dire qu'un brevet sur le vivant, c'est un brevet sur une chose. C'est faux. On ne peut pas breveter la vie. Alors qu'est-ce que je dirais qu'un citoyen, je dirais comme tous ceux qui vont regarder aux deux zones, je dirais, doivent savoir sur les OGM parce que c'est un message qui est très brouillé. Je regardais encore hier soir ou avant-hier soir quand José Bové est sorti de prison. Tout de suite, il y a eu un représentant d'une des grandes sociétés qui a dit, mais nous, si on ne peut pas le faire en France, on ira le faire à l'étranger.
Qu'est-ce qui est pour vous le plus caractéristique dans les problématiques des OGM? Parce qu'il disait, nous, on fait des plantes, ces plantes, on en va tirer des produits médicaux, et ces produits médicaux, ils servent à servir les enfants, ils servent à soigner les enfants qui ont des problématiques, etc. Donc on voit bien qu'ils jouent sur le côté, les faucheurs OGM, c'est les grands méchants qui vont empêcher la médecine de soigner. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, des choses qu'il faut savoir sur les OGM? Non, la première chose, c'est ce que je viens de dire. Oui. Il y a un côté qui est absolument irrécusable, c'est la mainmise de ces sociétés sur les semences, autrement dit, sur l'alimentation. C'est-à-dire qu'à partir de là, tous les ans, les paysans devront payer les semences. Donc là, c'est un brevet sur les semences, c'est un énorme profit. C'est aussi bien pour les paysans du Nord comme du Sud. Alors, le plus gros mensonge, c'est de dire ça va aider à résoudre la faim dans le monde. Alors ça, déjà, ça, comment voulez-vous que quelque chose qui a été fait pour l'agriculture industrielle qui était en difficulté aux États-Unis, qui piétinait, parce qu'on lui met déjà des quantités d'engrais qui affaiblissent les plantes, à partir de là, les insectes ravageurs viennent l'attaquer, et on vous sort les EM qui vont les protéger, hein, ça exige des quantités énormes d'investissement, d'irrigation. C'est pas là le Sénégalais avec sa petite bêche, hein, qui a même pas un bœuf parfois pour faire les sillons et faire une centaine d'hectares comme il faudrait, qui va se permettre ça. Tous les ans, lui, sa terre, depuis des millénaires, elle lui donne les semences pour l'année suivante. Et la terre est bonne, et voilà, et ils disent, je ne comprends pas, il va falloir que je paye mes semences. Donc ça, déjà, ça c'est le plus gros mensonge. Le deuxième mensonge, c'est celui que vous soulevez, celui que ça va aider à faire des médicaments. Mais non, on ne transforme pas la terre en paillasse de laboratoire ou en champ d'expérimentation ou en culture de médicaments. Ce qui est bon pour quelqu'un, un médicament qui est bon pour quelqu'un, est mauvais pour celui qui n'est pas malade. La grosse question, on a été même fauché des plantes qui permettaient de faire du maïs qui allait aider pour lutter contre la mycoviscidose. Or, ce produit pour lutter contre la mucoviscidose, on sait très bien le faire en laboratoire, dans des fermenteurs avec des bactéries qu'on peut modifier génétiquement, mais qui ne vont pas se transformer dans toute la terre. C'est pas... On peut faire des cultures sur des plantes en laboratoire, on peut tout faire sans employer d'immenses surfaces dans lesquelles on va mettre des produits sur lesquels on ne sait pas ce que ça donnera sur les gens, parce que le bétail va manger de ce produit. Or, par exemple, pour la mucoviscidose, c'est avec comme un émulsifiant qui aide à digérer les graisses. Donc, au contraire, ça va vous faire des irritations aux bestiaux et après aux humains qui n'ont pas ce genre de problème. Donc là, il y a aussi un énorme mensonge. Mais ça, c'est pour faire passer, je pourrais dire, la pilule dans le public. Hein, c'est pour faire pleurer dans les chaumières. Mais il y a toutes sortes d'autres possibilités en dehors de faire ça. Alors ça, c'est un deuxième mensonge. Mais il reste, bon, la perte pour les paysans, sans compter les dangers pour l'environnement qu'on ne connaît pas. Personne ne peut les mesurer parce qu'effectivement, on peut reprendre ça. Bon, on va reprendre à l'action 1 de l'environnement, c'en est un, je reviendrai après. 2, la perte pour les paysans de pouvoir cultiver, je dirais, sans OGM. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, en employant un terme ancien, c'est une culture impérialiste parce qu'elle a un gène dominant qui se répand sur tous les plantes de la même famille, hein, par le pollen et aussi par les racines, à toutes les bactéries du sol se transmettent ce gène. Donc là, il y a une contamination que M. Borloo a reconnue, a dit ce qui est évident après le Grenelle, c'est qu'il y a des contaminations. M. Sarkozy a dit non aux plantes pesticides parce qu'elles produisent des pesticides, ces plantes. Donc là, il y a une contamination reconnue. C'est clair, les abeilles sont contaminées, maintenant il y a le miel, donc ça détruit certaines abeilles. Aux États-Unis, il y a eu des problèmes énormes d'abeilles, on ne sait pas trop, ce n'est pas nécessairement les OGM, il y a d'autres facteurs agricoles, mais on est devant une situation grave à ce niveau-là. Une abeille, ce n'est pas parce que vous mettez entre les champs 50 mètres de différence qu'elle fait 5 km qu'elle ne va pas être atteinte par l'insecticide produit par une plante. Donc ça, c'est déjà faux et ce n'est pas des insecticides sélectifs. Bon, après, on rentre dans des détails. Et donc il y a cette perte-là, un agriculteur biologique ou un agriculteur conventionnel qui veut vendre un maïs sans OGM parce que ça va être un produit de qualité,
va voir sa récolte déclassée et ne sera plus achetée au prix qu'il pensait le vendre. Même ça, c'est simplement un prix, je dirais une question purement même agricole. Il y a un troisième facteur, c'est que le consommateur va perdre aussi la liberté de choix, de choisir entre un produit cultivé avec OGM ou sans OGM. Et déjà, il y a un énorme camouflage actuel, puisque tout ce concerne l'alimentation animale, qui vient beaucoup de produits qui contiennent des OGM, des soja et des maïs qui viennent soit des États-Unis, du Brésil ou d'Argentine, contiennent des plantes, des maïs ou des soja OGM, et qui servent à l'alimentation des bovins, des moutons, des poulets, même à étiquette rouge, tout ce que vous voulez. Et ça n'apparaît jamais sur l'étiquette. Justement, mais alors comment le consommateur, quand on a conscience de ça, aujourd'hui, on se dit, comment on fait concrètement? La seule chose et même maintenant, ils ont imposé l'Europe un seuil de 0,9% pour les cultures, pour un produit dit biologique. Il y a un produit biologique maintenant, avec la norme européenne, peut contenir 0,9% d'OGM, ce qui est contraire au cahier des charges de l'agriculture biologique française, où c'est 0% d'OGM. Or, le seuil détectable, c'est 0,1%. Donc voilà, ça, c'est véritablement le cahier des charges de l'agriculture biologique. Si vous voulez avoir un produit sans OGM en France, il faut acheter un produit biologique. Sans ça, vous n'avez aucune certitude. Vous achetez un poulet à étiquette rouge, eh bien, vous n'avez aucune certitude qu'il a été élevé avec du maïs sans OGM. Alors, est-ce que aussi on ne se retrouve pas devant un appauvrissement des variétés de végétation qui peuvent aussi, on sait que la nature est complexe et que les cycles naturels ont besoin de toutes ces ressources pour pouvoir maintenir la vie, quoi. Ouais. Ça, c'est le grand risque pour l'avenir, c'est que à un moment, on a cru que ça serait irréversible, que la contamination OGM, parce qu'il y a une contamination extrêmement forte, serait irréversible. Maintenant, on n'est pas en mesure de l'affirmer, mais on ne sait pas quel est le devenir de ces plantes-là. Donc là, on met voilà, dans la vie végétale quelque chose dont on ne sait pas du tout ce qu'elle va devenir et que ça contient des risques énormes. Par exemple, je vais prendre un exemple. Avec un risque de me tromper au niveau scientifique. Là, je m'en excuse. Je pense que c'était un haricot qui contenait qui produisait une sorte d'insecticide aussi qui était résistant, qui avait une résistance à des insectes en Australie. Donc, on a identifié le gène et à partir de là, on l'a mis dans des pois, un pois qui était comestible. C'était aussi un haricot comestible. On l'a mis dans un pois. Et ce pois qui était comestible est devenu toxique à l'alimentation. Donc voilà, c'est arrivé une autre fois aussi aux Philippines. Donc voilà un exemple type du risque qu'on prend. On est un peu des apprentis sorciers en la matière. Là, c'est le risque de l'apprenti sorcier. Mais le mensonge qu'il y a derrière, c'est qu'on vous dit, et ça c'est le projet de loi français qui risque d'arriver. Le mensonge, c'est qu'on dit qu'il faut accepter la coexistence, il faut que tout le monde puisse cultiver. Il faut donc que ceux qui veulent faire des maïs transgéniques puissent les faire, les autres aussi. Mais moi, je vous pose la question. Comment voyez-vous la coexistence du loup et de l'agneau dans un pré? Moi, je pose cette question. Est-ce que ça, c'est possible? Et on a remarqué aussi qu'il y avait une forme de la justice avec une insistance, avec presque une criminalisation des actions de fauchage. Et sur les actions des gens condamnés par la justice. Alors, il y a à la fois de dire que c'est pas des actions violentes, c'est pas des actions qui enflamment les cités ou qui détournent de l'argent, ou, etc. Et on a l'impression qu'il y a une volonté de l'État de sévir très fortement toute personne qui s'attaque à ce sujet. Oui, parce qu'il y a un très gros marché derrière, il y a une très grosse pression des semenciers, peut-être même des coopératives, parce que les semences OGM se vendent toujours beaucoup plus cher que les autres. Donc il y a C'est une histoire d'argent. Une grosse question d'argent, il y a un gros marché qui est là. Ils insistent aussi ce côté-là qui fait qu'actuellement la politique là, qui avait été mise en route avec le Grenelle, donc qui est extrêmement récente, vient de capoter.
Et parce que, voilà, on leur propose même aussi peut-être Alors pour les oui, agrocarburants, etc. vous dites que le Grenelle là qui avait été organisé a capoté complètement. Au niveau des OGM, pour l'instant, à moins que ça renaisse je pourrais dire, de ses cendres, on vient complètement de tourner à 90 degrés la marche, ou même à 180 degrés la marche qui avait été prise. À la sortie du Grenelle, tout le monde reconnaissait que les OGM, c'était contaminant. C'était un fait. Borloo l'avait dit aussi à la radio, même avant le Grenelle. Il avait été 2 fois à l'Assemblée nationale, il avait été interpellé par Noël Mamère. Il avait dit oui, nous mettons en route ce qu'on appelle au niveau du droit européen la clause de sauvegarde pour obtenir un moratoire, autrement dit sur le maïs 810, Monsanto 810 qui est cultivé en France. Et là, on vient d'apprendre il y a une 8aine de jours, qu'il n'est plus question. Il y avait le discours de Nicolas Sarkozy qui disait qu'il parlait des OGM pesticides, qu'il faudrait que même les OGM montrent leur utilité au niveau public, qui disait je souhaite qu'on n'en cultive pas, mais si je suis opposé à cette culture, ça ne veut pas dire que je suis contre la recherche. Il y avait un très beau discours, on pouvait espérer des choses. Ça ne veut pas dire qu'il y a une perte du pouvoir politique, parce que si le politique dit et que concrètement, aujourd'hui, on est en contradiction entre une volonté politique légitime, puisqu'élue, et l'incapacité de ces politiques, sous les pressions financières, d'imposer, je dirais, la volonté collective. Est-ce que c'est pas un problème de société de fond, en fait? À travers les OGM, vous soulevez un problème de dire aujourd'hui quelle société? Voilà, c'est ça. C'est quelle société? Comment se fait-il que le marché, la science ou la technoscience au service du marché sont plus forts que le respect des personnes et la liberté des personnes? Et là, on pourrait dire, puisqu'on a renié, mais c'est pire que ça, parce on a renié donc la parole donnée, on a pris un décret qui est soit ridicule, soit vraiment offensant, on peut le voir des deux côtés, parce qu'ils ont pris un décret qui est fait pour vraiment, oui, ceux qui ne connaissent pas l'agriculture, en disant la vente des semences OGM de maïs 810 sera interdite jusqu'au 9 février. On n'a jamais semé des semences en hiver, donc ça ne commence pas avant le printemps. Donc on pourrait dire c'est vraiment se foutre de la gueule du public, quoi. Voilà. La gueule des Français, quoi. Voilà. C'est vraiment se moquer de la tête des gens, il n'y a pas mieux, quoi, hein. Vous avez une certaine expérience, parce que vous militez depuis longtemps. Comment vous voyez un petit peu maintenant, parce que c'est pas forcément toujours quand David contre Goliath, c'est pas toujours le plus fort qui gagne. Et comment vous sentez aujourd'hui qu'il faut orienter l'action? Comment ceux qui ont conscience des difficultés, des problèmes aujourd'hui, quelle stratégie suivre et qu'est-ce que vous souhaitez dans l'avenir? Parce que je pense que c'est des choses que vous réfléchissez maintenant. Vous avez eu ce Grenelle, cet espoir, et est-ce qu'aujourd'hui c'est panne sèche en disant on abandonne, ou alors il y a des projets, il y a des stratégies qui vont être mis en place? Oui, que reste-t-il aux citoyens conscients quand tous les chemins de la démocratie lui sont coupés, quand même cette lutte de désobéissance civique à visage découvert en acceptant les conséquences, finalement arrive à un Grenelle qu'on ne suit même pas, à bafouer la parole publique, je dirais, d'un président et d'un ministre d'État, puisque c'est le seul comme Borloo, auquel on a cru en toute non-violence, en disant on verra. En tous les cas, il y a déjà la parole, il nous manque la musique, on va voir si la musique va suivre. La musique ne suit pas. Mais certains se disaient mais c'est normal, vous avez rêvé. Non, moi je crois on a essayé d'y croire. Donc je crois que le combat ne s'arrête pas là, et c'est pour ça qu'au mois de janvier, on va entamer une grève de la faim à durée indéterminée, à laquelle je participerai moi. Vu comme je suis plus âgé, je ne la ferai pas indéterminée, mais j'y participerai, pour interpeller à nouveau donc, le gouvernement sur la nécessité de prendre cette clause de sauvegarde pour obtenir un moratoire qui a été promis, qui a été déclaré à l'Assemblée nationale, et pour que la loi qui doit être discutée à l'Assemblée nationale au mois de janvier, eh bien, ne fasse pas de cette coexistence une coexistence, je dirais, laxiste et favorable, je dirais, à la culture OGM, mais exigeante. Si des gens, si des personnes là qui vont regarder ou qui sont sensibles à ce problème veulent rejoindre le mouvement,
ils contactent qui, ils Ah, s'adressent à qui, parce ah, là, que, alors là, oui, c'est pour moi, c'est un problème parce que je sais jamais ces choses-là. d'accord, Ben, on peut toujours écrire à construire un monde solidaire. C'est au moins eux qui transmettront. oui. Est-ce que des gens comme Nicolas Hulot s'est engagé autour de ça? Alors, Nicolas Hulot s'est pas engagé avec les faucheurs, mais il fait partie de tous ceux qui avaient. Parce que c'est le plus connu médiatiquement, hein, Oui, vous oui, oui, mais m'excuserez de... Nicolas Hulot lui-même n'est pas. Et tous ceux qui avaient signé cette charte-là pour la défense de la planète, là, donc se sont retirés actuellement et protestent contre ce qui vient de se passer. Donc aussi, ils peuvent, ceux qui préfèrent rejoindre Nicolas Hulot, ben c'est bien, et qui demandent qu'il intervienne. Ceux qui pensent que les faucheurs, ça les intéresse, ils peuvent s'adresser, il doit y avoir un monde faucheur volontaire. .com, peut-être quelque chose comme ça, où on doit construire un monde solidaire à Bon, 12 100 on va millions. récupérer sur O2O les Je contacts. crois que vous Voilà, pouvez les retrouver parce que voilà, moi, ça, c'est des choses que d'accord. je suis Alors, pas très pointu là-dessus. Euh, pour terminer, pour conclure, je dirais donc il y a les OGM, mais est-ce que vous voyez vous aussi d'autres très grands enjeux pour la planète actuellement qui sont en train de se jouer et qui pour vous paraissent très inquiétants ou ce sera aussi des lieux de combat forts? Bon, moi, j'espère qu'on n'aura pas un jour à faire la lutte pour sortir des OGM. D'ailleurs, qu'on y est rentré déjà à 22 000 hectares cette année, je crains que ça soit 40 000 l'année prochaine si la loi est laxiste. Donc ça, c'est une chose comme il y a maintenant un mouvement comme pour sortir du nucléaire en 5 ans. Bon, je pense que le nucléaire reste la matière à risque pour la société, même si on nous dit que c'est ça qui sauve contre le réchauffement, parce qu'on n'a pas pris depuis des années l'orientation nécessaire pour la production d'énergie et pour réduire aussi ses consommations d'énergie. Mais moi, toutes ces questions d'environnement sont liées surtout à une vision du monde, quoi, je dirais. C'est Alors, d'abord ce qu'on a dans nos têtes et ce qu'on. Les deux piliers qui construisent la société moderne, c'est ce lien entre les personnes et les choses qui s'appelle la loi, entre le respect des personnes, ce peu de cas qu'on fait des personnes puisqu'on veut aller mettre au service d'une société productiviste et qui va s'intéresser qu'à ceux qui les intéressent. On va trier les têtes, celui-là il me plaît, celui-là il me plaît pas, celui-là je le renvoie dans son pays, celui-là je le garde, mais selon qu'il m'intéresse ou pas. Donc là, pour moi, profondément, ce qui est grave, c'est qu'on arrive à faire des lois comme ça tellement discriminantes et qui sont orientées finalement par le profit. Et pas seulement la loi, je dirais aussi, le deuxième chose qui est grave, c'est au niveau des sciences, c'est que on va faire encore une haute autorité en France. Il y a déjà trois représentants des sociétés OGM dedans. Il va y avoir, on a refusé Guy Kessler, qui était la Confédération paysanne, qui aurait pu, dans cette haute autorité, apporter des questions qui les auraient dérangés. Le ministère de l'Agriculture a dit que non. On est une société aux ordres où et ce qui est embêtant, c'est si la science se met au service de la technologie, c'est ça qui nous amène actuellement toutes ces catastrophes. Quand on est au niveau des catastrophes qu'on voit, c'est parce qu'on se sert de la science sans mesure et sans contrôle. Voilà, et c'est ça le principe de précaution qui n'est pas appliqué, qui fait qu'à ce moment-là, les sociétés industrielles vont faire des profits sans contrôle. Vous parlez de désobéissance civile. Il n'y a pas une opposition justement dans ces cas-là quand on parle de désobéissance civile entre la loi et le droit? Oui, On la parle des loi. droits de l'homme, on parle des droits Ouais, c'est universels ça. des droits de l'homme, Vous avez raison. et on parle de la loi. Est-ce que la légitimité d'une loi est quelque chose d'infaillible ou qu'est-ce qui pose le citoyen ses droits et est-ce qu'à un moment donné, il faut savoir dire non à une loi qui serait plus dans l'esprit des droits? Oui, ça, je pense que ça, c'est une question de fond. La désobéissance. Bon, moi, je pense qu'il est grave de désobéir à la loi. C'est pas un acte gratuit. Il faut y réfléchir. Mais il est encore plus grave. Je crois que ça marque l'histoire des 50 années ou 100 années qu'on a derrière nous. Il est encore plus grave de ne rien faire et de rien dire. Et on est certain que ça nous retombera toujours dessus si on a laissé faire des choses qui sont inacceptables. Donc Donc, à partir du moment où on sait, il faut faire. Il faut parler, il faut écrire à son député, il faut écrire. entre autres, et puis je pense qu'il n'y a pas que la désobéissance civile ou civique, comme on veut.
Je pense qu'il y a un engagement citoyen au quotidien. Avec, par exemple, moi je pense pour les mairies, pour les OGM, on peut demander des cantines où l'aliment OGM, qu'on soit une garantie, mettons même qu'une fois par semaine, dans les lycées, les crèches, les écoles, pour les foyers de personnes âgées, les hôpitaux. On peut à un niveau citoyen, on peut aussi écrire aux députés, on peut chercher à donner des informations sur les risques OGM, bon, au niveau sanitaire, etc. On peut développer tout ça. Donc il y a une responsabilité citoyenne. Et c'est certain que les associations de défense de l'environnement, et avec eux les faucheurs et tous si jamais ils ne montent pas au créneau là au moment de la loi, s'ils ne se prennent pas en charge pour dire bon, écoutez, on voudrait quand même aussi que vous respectiez notre volonté. C'est vrai qu'on dit il y a 90% des Français qui sont opposés aux OGM. Mais il faudrait peut-être qu'ils se manifestent vraiment pour que ça prenne une réalité, quoi. Voilà, ben ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Et puis, on va suivre les événements donc, et l'engagement que vous allez prendre sur la grève de la faim. Hein, et puis, en espérant que vous arriverez et on arrivera à faire avancer les choses. Ouais, je l'espère bien avec vous. Voilà, merci. Allez, merci. Au revoir. Au revoir.